Bonjour tout le monde et bienvenue cet après-midi, ce mercredi après-midi, pour un nouveau rendez-vous ensemble. Bonjour Marwan 92 390, bonjour Colline au bord des lots, bonjour Aurélien, salut Minus. Alors Minus, c'est Adrien, c'est un médiateur du planétarium. Bonjour Folimel, salut INS, Winstot, salut. Bonjour à tout le monde. Alors cet après-midi, on va inaugurer quelque chose d'un petit peu nouveau. Vous le savez, pendant le confinement précédent, on avait démarré un programme qui s'appelait Astronomer at Home, qu'on faisait 3 fois par semaine. Dans ce programme, à chaque fois, on invitait un ou une scientifique qui venait nous parler de l'univers. Donc on continue ça, sauf que cette fois-ci, eh bien, on aura toujours notre rendez-vous Astronomer at Home le lundi, et donc le mercredi et le vendredi, on va faire d'autres choses. Donc le mercredi, on se détend un petit peu, on va être un petit peu moins formel que les autres jours. On va jouer, on va se détendre, on va apprendre des choses. Donc c'est le format médiateur at home, c'est-à-dire que cette fois-ci, donc le mercredi, pas d'invité, c'est un ou une médiatrice du planétarium qui sera avec vous, qui vous parlera de l'univers, de l'astronomie. On jouera ensemble aussi, on fera plein de choses. On a prévu tout un programme, on va changer un petit peu, on va tester des choses. Donc vraiment aujourd'hui, c'est des tests. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous demanderai si vous voyez bien les choses que je vous montre. N'hésitez pas à me dire si tout va bien. Salut Lorraine83, salut Dispalix, salut Anne Bod, salut Grand Muc, si j'ai bientôt fini, salut tout le monde. Ah, c'est pas moi. Noattack aussi, et voilà. Voilà, on va faire ça aujourd'hui. Je vous rappelle aussi que le vendredi, on reçoit de nouveau un invité, ou une invitée, mais cette fois-ci plus du monde de la recherche, mais du monde de YouTube. Donc on va partager différentes visions entre l'astronomie et puis d'autres thèmes et d'autres sujets. Voilà. Les médiateurs qui vont participer, ce sera principalement Camille, qui est aussi médiatrice au planétarium de la ville de Vaux-en-Velin, et moi-même. Donc moi je vais plutôt m'occuper des astronomeurs at home, Camille sera sur les youtubeurs at home, et puis le mercredi on verra, ce sera un petit peu celui qui veut qui fera des choses. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je devais dire. Salut Cochonator31, qu'est-ce que c'est que ce nom? Oui, je me souviens de toi, effectivement. Et donc aujourd'hui, on va rester une heure ensemble. Alors une heure, on verra sur la fin, il n'y a rien de très très précis. Et puis j'avais envie aujourd'hui tout simplement de vous faire visiter le ciel. Voilà, on va regarder un peu les étoiles. C'est romantique, c'est chouette. On n'a pas besoin forcément de télescope pour ça. Ça c'est vachement important. On imagine toujours qu'observer le ciel, il faut des lunettes, des appareils, des instruments. Non, pas forcément, pas besoin. Donc on va regarder un peu le ciel tous ensemble. On va imaginer qu'on est le soir assis dans l'herbe comme ça, et puis on va papoter. Ce sera le sujet principal. Je vais tester du coup avec vous un petit logiciel gratuit que j'aime beaucoup, que j'utilise tout le temps, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Stellarium. Salut Christine. Stellarium, non, je te piquerai pas tes ciels du mois. On va juste, on va discuter. L'objectif, c'est pas non plus que je parle tout le temps, hein. Je vous rappelle que ce qu'on fait là, c'est aussi pour rester en contact avec vous. Donc moi, je vais parler, bien sûr, mais si vous avez des questions, si vous avez, voilà, si vous voulez réagir par rapport à ce que je dis, n'hésitez pas à le faire et normalement, je réagirai. Si jamais je loupe une de vos questions, n'hésitez pas à la redonner une nouvelle fois. Surtout, par exemple, si je suis sur Stellarium en train de vous montrer un truc, bon peut-être que je loupe votre question, hop, vous me la répétez, et puis on discutera ensemble. Alors, Stellarium, qu'est-ce que c'est? Stellarium, c'est un petit logiciel gratuit, donc là, je vais passer, hop, sur cette partie page web, voilà. Si vous le cherchez, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur, sur n'importe quel système. Vous tapez sur Google Stellarium, voilà, hop, et vous prenez le premier lien qui est ici. Est-ce que vous voyez quand je vous montre ça? Vous me confirmez? Ah, je pense qu'il doit y avoir un petit peu de délai. Je vais continuer. Oui, on voit bien. D'accord, super. Euh,
Donc voilà, vous tombez là-dessus, et puis là-haut, vous téléchargez Ethereum pour Linux, pour Mac, pour Windows, pour tout ce que vous voulez. C'est gratuit, alors c'est gratuit sur PC, sur ordinateur, c'est payant, je crois, sur les téléphones portables, mais ça, on va pas l'utiliser aujourd'hui. Et puis, grâce à ça, vous avez chez vous un programme de planétarium qui vous permettra de voir un peu les étoiles. Et quand on fait ça, eh bien, on arrive sur quelque chose qui ressemble à ça. Hop, voilà. Donc ça, c'est l'interface de Stellarium. Alors évidemment, mettez la vidéo de Twitch en plein écran, ce sera un petit peu plus précis. J'espère que vous arriverez à lire les choses qui sont écrites. Est-ce que vous arrivez à lire le mot lune ici? Est-ce que c'est assez grand? Est-ce que la résolution est assez bonne? Ouais. Donc voilà, ça c'est le ciel d'aujourd'hui. Alors Stellarium, comme tout planétarium, l'objectif ça va être de simuler la position des astres dans le ciel, vu de n'importe quel endroit du monde, à n'importe quelle date et à n'importe quelle heure. C'est-à-dire qu'on va simuler ce qu'on voit le jour, ce qu'on voit la nuit, le mouvement et la position des astres, mais évidemment la position de tous ces astres va être différente en fonction de là où vous êtes dans le monde. Donc si vous suivez ce live et que vous n'êtes pas en France métropolitaine, eh bien il n'y a aucun problème, c'est tout à fait possible de changer ça. Tiens, bah d'ailleurs on va y aller tout de suite. Voilà, on peut lui demander ici la situation. Hop, voilà, donc là moi évidemment j'ai mis Lyon, puisque le planétarium de Vaux-en-Velin se trouve juste à côté de Lyon, mais vous pouvez positionner votre planétarium où vous voulez, évidemment, vous aurez des choses qui seront plus précises. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on a en ce moment là, 16h07? Qu'est-ce qu'il y a? Le soleil est en train de se coucher au sud-ouest. On peut faire un petit tour de l'horizon. Effectivement, alors évidemment, en plein jour, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de choses à observer dans le ciel. Là, on est au nord-ouest, à l'ouest, et évidemment, à l'ouest, au sud-ouest en ce moment, eh bien, le phénomène principal qui est en ce moment, c'est bien sûr que le fait que le soleil se couche. Alors, juste à côté du soleil, nous avons ici la lune, et donc cette lune, je peux la sélectionner, la centrer avec la touche espace, et puis je vais zoomer dessus. Donc voilà, en ce moment, eh bien, la lune, elle est en phase de croissant. Croissant de lune, premier croissant. Voilà, donc on est au début d'un nouveau cycle lunaire, et puis chaque jour, petit à petit, on verra de plus en plus la lune. Hop, on va la remettre à sa place, revenir un petit peu en arrière. Voilà, alors c'est vrai qu'en ce moment, on ne voit pas grand chose. Alors je vais revenir hop sur le chat pour voir si vous avez des questions. Pour la prochaine fois, tu peux éditer la taille des polices dans les fichiers de configuration. D'accord, merci. Je l'utilise, je ne suis pas un expert absolu, je ne connais pas tous les raccourcis, je vais parfois dans l'aide pour m'aider, donc il y a certainement des choses qui pourront s'améliorer. Salut Anna. Ça peut être petit pour certains. Du coup, je vais vous décrire un petit peu aussi les choses. Alors, ce qui va se passer, c'est que progressivement, eh bien, le soleil va se coucher. Donc on va accélérer le temps. Vous voyez ici en bas, on peut reculer le temps, on peut revenir à l'heure actuelle, et puis on peut l'accélérer en appuyant à chaque fois une nouvelle fois, à chaque fois sur ce bouton, eh bien, le temps va s'accélérer de plus en plus vite. Et donc le soleil va se coucher, la nuit va tomber. Et ce soir, un truc intéressant qu'on peut voir, alors pas très haut au-dessus de l'horizon, c'est vrai qu'en ce moment, du côté ouest, il faut vraiment avoir un horizon bien dégagé pour voir les choses dans le ciel. Alors qu'est-ce qu'on a? On a justement la lune qu'on avait tout à l'heure, mais juste au-dessus de la lune, et ça vous pourrez le voir ce soir, eh bien vous verrez deux points brillants, un très gros point brillant qui est là. C'est la planète Jupiter, et juste au-dessus, un point un petit peu moins brillant, c'est Saturne. Alors pourquoi moins brillant? Tout simplement parce que Jupiter et Saturne ne sont pas à la même distance de la Terre. Globalement, Jupiter est à 3/4 de milliard de kilomètres, 750 millions de kilomètres, alors que Saturne est beaucoup plus loin, 1,5 milliard de kilomètres, donc quasiment 2 fois plus loin. Donc c'est vrai que du coup, Saturne réfléchit la lumière du Soleil, mais elle nous en renvoie beaucoup moins que Jupiter. En plus, Jupiter est énorme, donc il y a une grosse surface, donc on la voit très très bien. Donc ça, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. Et c'est vrai que ça surprend parfois les gens quand je leur dis, mais les planètes, on peut tout à fait les voir la nuit. On n'est pas du tout obligé d'attendre d'avoir un télescope pour pouvoir les voir.
et c'est vraiment intéressant. Alors, Jupiter et Saturne, vous essaierez de les voir ce soir, je crois que la météo est pas trop mauvaise, n'hésitez pas, mais évidemment, il ne faut pas attendre trop tard, hein. Vous voyez, là il est 18h30, la nuit commence à tomber. Alors évidemment, là on a choisi des conditions qui sont relativement idéales. Si vous habitez en plein milieu de Lyon ou au centre de Marseille ou en dessous de la Tour Eiffel à Paris, avec toute la pollution lumineuse, hein, évidemment vous verrez moins d'étoiles dans le ciel. Par contre, Jupiter, Saturne, en gros les grosses planètes principales, celles-ci sont en général tellement lumineuses que même au travers de la pollution lumineuse, on arrive quand même à les voir. On peut les observer à l'œil nu et on peut aussi les observer avec un petit télescope ou même une paire de jumelles. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Voilà. Par contre, évidemment, si on attend trop tard, hein, vous voyez, hop, j'accélère le temps, 19h à 19h, 19h30, la Lune se couche, et puis très rapidement, Jupiter et Saturne se couchent à 21h, c'est terminé, elles sont toutes parties. Donc c'est vrai que l'observation de Jupiter et de Saturne, c'est vraiment quelque chose qui se fait en ce moment dans un créneau qui est relativement court entre le coucher du soleil et le moment où elles-mêmes passent sous l'horizon. Donc voilà, avec un horizon bien dégagé. Donc ça c'est du côté ouest, en train de se coucher. Et puis du côté est, alors côté sud, on a plein d'étoiles, on y reviendra tout à l'heure, de belles choses à voir. Et alors en ce moment, vraiment la star du ciel en ce moment, c'est évidemment cet énorme point orangé rouge qui se trouve plutôt de l'autre côté, à l'est, en train de se lever. Et vous le savez tous, un gros point orangé. Évidemment, il fallait qu'il y ait un petit problème technique, c'est mon casque qui vient de rendre l'âme. Vous me voyez un peu? Vous m'entendez, pardon? Ouais, ok. Donc je disais, oui, Saturne, elle est vraiment pas rouge-orangé comme on le voit ici. C'est vraiment quelque chose qui est c'est vraiment quelque chose qui est très très différent. Mars, c'est vraiment une lueur orange. On peut évidemment demander à Sterlium d'aller zoomer dessus. Alors Mars, on la voit très très brillante en ce moment. La voilà, la belle planète Mars, avec ses deux petits satellites, Phobos et Deimos, qui sont ici juste à côté. Alors pareil, hein, si vous avez une petite lunette astronomique, vous pouvez tout à fait observer cette planète Mars. Alors Mars, c'est pas la planète la plus facile à observer. Ce que je vous montre là, c'est parce que moi je peux zoomer à l'infini sur Mars. Mais Mars au télescope, ça reste quand même globalement un petit point orange. Avoir des détails à la surface de Mars, à moins d'avoir un énorme télescope, et puis de prendre des photos, de les traiter aussi, c'est quand même relativement compliqué. Par contre, à l'œil nu, il n'y a aucun problème. Mars, elle est là dans le ciel, on la voit super bien. Donc ça, c'est, on va dire, les quatre stars du ciel de ce soir. La planète Mars, à l'ouest, en train de se lever, et puis Saturne et Jupiter de l'autre côté. Pour ceux qui se lèvent tôt, ou qui se couchent tard d'ailleurs, on va rester à l'est, et puis on va avancer au cours de la nuit. Donc là, il était 19h. On va continuer un petit peu. 20h, 21h, on va même accélérer. Hop, voilà. Là, il est 1h du matin. Alors, 1h du matin, on va accélérer. 3h, 4h, 5h. Alors, au petit matin, voilà, là, il est 6h15 du matin. Au petit matin, un peu avant le lever du soleil, eh bien, nous avons la belle planète Vénus aussi, qui se lève dans le ciel et qui est très très brillante. Vénus, en ce moment, c'est assez intéressant avec un télescope d'observer Vénus, parce que, contrairement à d'autres planètes comme Jupiter ou Saturne, Vénus, elle a des phases comme la Lune. Vous voyez, là en ce moment, Vénus, elle est gibbeuse, c'est-à-dire que on est aux 3/4 de sa surface visible éclairée. Donc on peut observer comme ça ces phases de Vénus qui changent aussi en fonction de sa position dans le système solaire. Vénus, c'est aussi un point qui est extrêmement brillant dans le ciel. Vous voyez, à 6h du matin, à l'est, Vénus est levée, alors que à l'ouest, la planète Mars, elle s'est déjà couchée. Voilà, on n'a plus que Vénus dans le ciel juste avant
enfin un peu avant le lever du soleil. Voilà. Voilà un petit peu pour un premier petit point de ce que vous pouvez observer dans le ciel. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Mais quand la lune se couche, le soleil apparaît. Eh ben, pas forcément. Alors ça, c'est une très bonne question. Le lever de la lune n'est pas forcément, voire quasiment jamais, corrélé avec le coucher du soleil. Tiens, on va revenir. Hop, je reviens sur Stellarium. Ça, on peut en parler, ça. Regardez. On va se remettre à l'ouest. On va revenir en arrière pour laisser se lever la lune. Voilà, 18h. Hop, la lune elle est ici. Ça c'est à 18h, voilà, 18h, la lune elle est là. Si je reviens encore un petit peu en arrière, alors, comme vous m'avez dit que vous avez éventuellement des petits problèmes, je crois qu'on peut grossir la lune, histoire que, vous la voyez, puis on va augmenter la taille de la lune. Paf. Voilà. Donc la lune là, elle est plus du tout à la taille normale qu'elle est censée avoir dans le ciel, mais au moins vous la voyez. Donc vous voyez, en ce moment, la lune, elle est en croissant, comme on disait tout à l'heure. Et si je reviens encore en arrière, 17h, voilà, maintenant il va être 16h, et vous voyez qu'au cours de l'après-midi, eh ben, on peut tout à fait avoir, ce jour-ci, aujourd'hui, eh ben, on a la lune et le soleil qui sont visibles en même temps, en pleine journée, et ça ne pose absolument aucun problème. La lune, elle n'est pas forcément visible la nuit. Il y a certains moments du mois où elle est visible plutôt dans la journée et d'autres moments du mois où elle est visible plutôt la nuit. Donc lune égale pas nuit. Alors c'est vrai, souvent ce que je dis, c'est dans les dessins animés de Disney, quand vous voyez, le joli prince embrasser la princesse à minuit avec une jolie lune en croissant dans le ciel, ben ça c'est totalement faux. On ne peut pas avoir un croissant de lune à minuit dans le ciel. Chaque phase se voit à un certain moment de la journée. Donc les croissants se voient plutôt le jour. Par contre, à partir du premier quartier, dès que la lune commence à être au moins à moitié lumineuse, et puis tout le reste, ça c'est plutôt visible la nuit. La pleine lune, par exemple, elle se voit la nuit et jamais le jour. Donc voilà, le lever du soleil n'est pas forcément corrélé avec le coucher de la lune, ça dépend complètement. Le seul moment où la lune se lève exactement au moment où le soleil se couche, et inversement, eh bien c'est au moment justement de la pleine lune. Au moment de la pleine lune, le soleil, la terre et la lune sont alignés, et donc quand vous perdez le soleil de vue, vous commencez à voir la lune. Mais c'est le seul moment du mois, les autres moments, ça peut être totalement différent. Voilà. Tout va bien pour l'instant? Vénus, est-ce que c'est l'étoile du Berger? Ah, très bonne question. Alors, c'est une question de définition. Ça dépend, Folimès, ce que tu appelles l'étoile du Berger. Donc en fait, il y a des définitions différentes. Et effectivement, en fonction de la définition, ça ne sera pas la même chose. La définition que moi j'utilise, et qu'on utilise la plupart du temps, c'est que l'étoile du Berger, c'est le premier astre visible dans le ciel le soir, ou le dernier visible le matin, ça dépend. Si tu prends à part la Lune, si tu prends cette définition-là, eh bien, en fonction des moments de l'année, en fonction des planètes qu'il va y avoir dans le ciel, eh bien, ton étoile du Berger, ça peut être Jupiter, ça peut être Saturne, ça peut être Vénus, et puis les moments, parce qu'il y en a, où quand le soleil se couche, il n'y a pas de planète dans le ciel, et ben, l'étoile du Berger, l'astre le plus brillant du ciel, ça va être une étoile, et là, en fonction de la saison, eh ben, en été, ça sera certainement Vega, qui est l'étoile la plus brillante du ciel en été. En hiver, ça sera Sirius. Donc l'étoile du Berger, c'est pas forcément une étoile. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça? Alors là encore, je crois que on se perd plus ou moins en conjecture. Les histoires racontent que les bergers utilisaient le fait que quand on commençait à voir les premières étoiles apparaître, on se disait que c'était temps de rentrer les troupeaux de moutons, par exemple. Donc c'est ça qui aurait donné ce nom de l'étoile du berger, mais qui n'est pas forcément une étoile. Alors, ta question, elle est super intéressante, parce que justement, si ça peut être des étoiles ou des planètes, pourquoi est-ce qu'on se borne à appeler ça l'étoile du Berger?
Et ben je vais vous montrer ça. L'étoile polaire, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors bougez pas, là je switch sur Stellarium. Quand je passe sur Stellarium pour vous montrer des choses, je vois plus le chat. Donc faites une petite pause, je vous dirai quand je reviens sur le chat pour vous lire. Hop, on va regarder ça ici, et on va se mettre ce soir, après que le soleil se soit couché, hop, quand on voit, voilà, la Lune et les planètes et les étoiles. Voilà, dans le ciel, les planètes, c'est des petits points brillants. Et les étoiles, c'est des petits points brillants. Autrement dit, à l'œil nu, à moins d'avoir fait un peu d'astronomie, à moins d'avoir Stellarium, mais vous prenez quelqu'un qui n'y connaît rien en astronomie, qui ne s'est jamais trop posé de questions sur les étoiles, vous le mettez tout seul, ou vous la mettez toute seule sous le ciel, et vous lui dites c'est quoi ce point lumineux, il y a peu de chances pour que la personne puisse vous dire ah ben ça c'est une planète, ah ben ça c'est une étoile. Parce que tout ça, ce sont des points, des petits points. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'étoile? Parce que justement, avant qu'on sache correctement faire la différence entre les étoiles et les planètes, dans le ciel, tout ce qu'il y avait dans le ciel, à part la Lune, eh bien c'était considéré comme des étoiles, comme des astres, voilà, et tout était étoile. Au temps de la Grèce antique, par exemple, eh bien dans le ciel, on faisait la différence entre deux types d'étoiles. On avait les étoiles qui bougent pas les unes par rapport aux autres, et puis on avait quelques étoiles un peu magiques qui, elles, avaient la sale habitude de se déplacer dans le ciel. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est normal que les étoiles se déplacent dans le ciel, puisque on l'a vu, comme la Terre tourne, eh bien nous, depuis la Terre, on voit, vous voyez, tout doucement, on voit les étoiles qui se déplacent dans le ciel, qui se lèvent à l'est, qui se couchent à l'ouest, donc tout se déplace dans le ciel, donc c'est normal que ça se déplace. Non, en fait, c'était pas ça la question. Certes, tout le ciel se déplace, mais vous voyez bien que, on parlera tout à l'heure des constellations, si vous prenez par exemple les deux étoiles qui sont à gauche de Mars, par exemple cette étoile-ci et cette étoile-là, eh bien elles ne s'éloignent pas les unes des autres, elles restent au même endroit les unes par rapport aux autres. Donc elles ne se déplacent pas les unes par rapport aux autres. Ce qui fait que de jour en jour, à la même heure, quand on regarde de nouveau le ciel, eh bien le ciel d'hier ressemble au ciel d'aujourd'hui, qui ressemblera au ciel de demain. Les étoiles sont toutes les unes par rapport aux autres au même endroit. Par contre, si vous regardez un petit peu toutes ces étoiles, vous vous apercevrez qu'il y en a quelques-unes qui sont un petit peu bizarres. Alors je vais avancer un petit peu dans le ciel, on va avancer à 22h. 22h c'est bien, voilà, 20h, 21h, 21h45, voilà, on va rester là. Voilà. Donc on a Mars dans le ciel. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le ciel d'aujourd'hui à 21h45 et puis le ciel de demain à 21h45. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Bah, allons-y, donc ça c'est ce soir. J'accélère, donc retenez bien la position, regardez bien la position des étoiles et puis surtout de Mars. Hop, on demande à la Terre de faire un tour sur elle-même. Donc ça c'est ce qu'on appelle le mouvement diurne, le fait que la Terre tourne sur elle-même. Et de nouveau à 21h45, voilà ce qu'on a le ciel le lendemain. Est-ce qu'on voit une différence? Non. Non, tant qu'on ne fait pas vraiment attention. Parce qu'en réalité, il y a une petite différence, mais une petite différence que vous n'avez peut-être pas remarquée. Donc maintenant, je vais revenir sur cette Mars là qu'on regarde. Voilà où était Mars hier. Regardez bien. C'est ça. Mars hier, elle était là. Mars aujourd'hui, elle est là. Je continue. Mars demain, après-demain, le jour d'après, le jour suivant, le jour d'après, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que cette étoile mystérieuse un peu orangée, chaque soir, si on a des instruments pour mesurer précisément sa position dans le ciel, eh bien, cette petite étoile magique dans le ciel, elle se déplace. Elle se déplace pas de beaucoup, mais elle se déplace quand même. Donc, on a plein d'étoiles qui, le soir à la même heure, sont toujours au même endroit, et on en a quelques-unes
qui bougent un petit peu. Et donc ces étoiles vagabondes, en grec, astre errant, ça se dit planeitein, planète. Le mot planète, étymologiquement, ça ne signifie pas une boule de roche sur laquelle on va envoyer des robots pour explorer ce qui se passe, ça c'est la définition moderne, mais la définition antique de planète, c'est étoile bizarre qui chaque soir se déplace sur le fond du ciel. Voilà, et on a gardé évidemment ce nom maintenant. Donc, pourquoi est-ce que, on revient à la question initiale qui était pourquoi est-ce qu'on appelle l'étoile du berger l'étoile du berger? Parce qu'à l'époque, tout était étoile dans le ciel. Étoile fixe ou étoile errante. Il y en avait 2, 3. Et comme elles étaient un peu magiques, comme on ne savait pas trop ce que c'était, dans ce ciel, au-dessus de nous, a priori la demeure des dieux, eh bien, ces étoiles mouvantes, on leur a donné des noms de dieux. Donc Mars, le dieu de la guerre, Jupiter, Zeus, le roi des dieux, Saturne, Uranus, Mercure, qui avait des petites ailes aux pieds, etc., etc. Et voilà comment on a donné des noms de dieux à ces trucs qui bougent dans le ciel, qui ont l'air d'être des étoiles, mais qui ont un mouvement un petit peu particulier. Voilà. Le plus important pour l'observation reste la monture qui porte le télescope. Après lunette télescope, ça dépendra du budget, de ce que tu souhaites observer. Ouais. Je rejoins totalement l'avis d'INS. Souvent on me demande, on me dit Pierre, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que je devrais m'acheter comme télescope? La réponse que je donne systématiquement, c'est peu importe le télescope que tu t'achètes, on s'en achètera en fonction de ses moyens. Il y a des petits télescopes. Alors le prix minimum pour un bon télescope, faut mettre quand même quelques centaines d'euros, je dirais 100, 200 euros. Ça commence à être quelque chose de pas trop moche. Une lunette à 50 euros, il y a pas mal de chances pour que très rapidement le trépied casse, que vous perdiez un boulon ou que la lentille s'en aille. Lunettes ou télescope, ça c'est du détail. Par contre, moi ce que je conseille à chaque fois, peu importe l'instrument que vous achetez, si vous faites que acheter un instrument, si vous ne connaissez pas forcément beaucoup le ciel, que vous l'offrez à votre enfant, à votre neveu, vous allez commencer à regarder le ciel un soir, parce que c'est chouette, on étraîne un peu l'instrument. Alors on va regarder la Lune, parce que c'est vrai que tout de suite la Lune on voit les cratères, c'est super joli. Si on sait où se trouve Jupiter d'un côté ou Mars de l'autre, on va les pointer la deuxième soirée. Et puis après, on va pointer une étoile. Alors, dans un télescope, une étoile c'est un point. Puis une autre étoile c'est un point. Puis toutes les étoiles sont des points. Et puis très rapidement, le risque que vous allez avoir, c'est que vous allez vous dégoûter un peu. Parce que finalement, il n'y a plus rien à observer dans le ciel. Et très souvent, au bout d'une semaine, le télescope il finit dans le grenier. Et c'est un peu dommage. Moi, ce que je conseille à chaque fois, si vous offrez un télescope à quelqu'un, c'est par là même de lui offrir un petit abonnement dans le club d'astronomie le plus proche de chez vous. Pourquoi? Parce que dans un club d'astronomie, vous avez des gens qui sont là, qui observent tous les week-ends, parfois en semaine, qui savent comment observer, qui savent où observer, des gens qui vont vous apprendre à reconnaître le ciel, qui vont vous apprendre les constellations, qui vont vous apprendre où se trouvent dans le ciel ces choses super à observer mais qu'on ne voit pas à l'œil nu. Comment faire pour se repérer, pour pointer le télescope, quelque chose qu'on ne voit pas. Des gens qui ont aussi eux des télescopes, donc ils pourront vous montrer différents types de télescopes, différents types d'instruments, qui pourront peut-être même vous conseiller avant que vous achetiez des télescopes. Et si vous en avez déjà acheté un, qui vous aideront à le prendre en main, à l'utiliser, qui vous permettront de corriger vos erreurs, parce que tout seul avec son télescope, quand ça marche pas, on ne sait pas pourquoi ça marche pas. Donc mon conseil principal, c'est peu importe ce que vous achetez, surtout allez jouer avec des gens qui connaissent, qui en général sont des gens super sympas, qui adorent partager leurs connaissances, qui seront là pour vous apprendre, et puis vous partagerez des nuits, vous découvrirez des choses, alors que tout seul sur son balcon, c'est très très vite limité. Voilà. Donc mon conseil c'est ça. Après, moi, je préfère les petits télescopes. Il y a aussi des formations, effectivement. Il y a Minus a raison. Il y a des clubs d'astronomie qui font un petit peu comme les étoiles au ski ou les flocons au ski, premier flocon, deuxième flocon.
donc qui font des formations pour les enfants avec la première étoile, la deuxième étoile, et qui apprennent petit à petit, avec des cours adaptés pour eux, à manier leur télescope, à reconnaître le ciel. Et ça, c'est beaucoup plus important que de savoir si je prends un 150 mm ou un 130 mm. Pour de l'initiation, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de créer et de maintenir la passion, la curiosité, l'envie d'observer. Voilà. L'AFA propose des formations en ligne, puis une partie pratique avec des animations Petit Ours. Ouais, c'est cette animation Petit Ours qui fait que on apprend comme ça aux enfants petit à petit ce qui se passe. Quel âge minimum pour une première initiation? Je vais être très clair, il n'y en a aucun. Aucun. Et quand je dis, alors je suis pas d'accord avec toi Aurélien, je dis aucun. J'ai déjà emmené sous le ciel des petits cousins qui avaient 5 ans. Alors évidemment, tu parles pas du ciel à un enfant de 5 ans, comme tu parles du ciel à un enfant de 8 ans ou à un ado de 14. Mais observer le ciel, se demander qu'est-ce qui brille, qu'est-ce que c'est que la Lune, mais ça peut se faire à n'importe quel âge. Au planétarium de Vaux-en-Velin, là où on travaille, on s'est posé sérieusement cette question, on s'est même demandé jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut descendre pour montrer le ciel aux enfants. Et il y a quelques années, on a carrément développé un programme où on accueille des bébés, des enfants de 18 mois au planétarium. Donc on a travaillé avec des spécialistes, etc., des personnes spécialistes de la petite enfance, et on a construit des programmes où les assistantes maternelles, les mamans, emmènent des tout petits bébés, et on leur fait en 1 heure plein de choses, des séances d'éveil, une partie sous le dôme, et on leur parle du ciel, et on a des enfants dont le premier mot a été Jupiter, quoi. Donc il n'y a pas d'âge. Ce qui est important par contre, c'est d'adapter ton discours à la personne. Et ça, c'est super important. C'est même vital, c'est très compliqué. Mais une fois que tu y arrives, tu peux faire ça à n'importe quel âge. Voilà. J'ai sous mon planet souvent des maternelles. Bah voilà, tu vois, rien. Des maternelles, ça va très très bien, il n'y a pas de souci. On continue un peu le ciel de soir. Allez, je vous montre d'autres choses. Ce qu'on peut faire un petit peu avec Stellarium. Alors, on refera, hein, si ça vous plaît, on refera des petites séances comme ça sous le ciel avec Stellarium. Donc, c'est pas la seule fois où je le fais. Il y a tellement de choses à raconter de toute façon que je sais très bien qu'on n'aura pas le temps de tout faire cette fois-ci. Donc, on continuera d'autres fois. Donc, je vous ai montré que la planète Mars bouge petit à petit dans le ciel, c'est vrai. C'est valable pour Mars, c'est valable pour plein d'autres planètes. Si vous regardez un petit peu le ciel, je vais revenir à aujourd'hui. Voilà, on va de nouveau coucher le soleil. Je voudrais vous dire une autre chose que vous pourrez aussi, si vous êtes un peu passionné par le ciel, que vous pourrez essayer de regarder. Alors ça, c'est assez chouette. Je vous ai montré tout à l'heure le mouvement de Mars dans le ciel. Donc Mars se déplace dans le ciel. Alors Mars se déplace dans le ciel pour 2 raisons. À cause du mouvement de Mars dans l'univers, qui tourne doucement autour du soleil, et à cause du mouvement de la Terre aussi, hein, parce que la Terre et Mars bougent, donc ça crée un mouvement combiné qui fait que dans le ciel, on voit ce léger décalage tous les jours de la planète Mars dans le ciel. Ce petit décalage dont je vous parlais est valable évidemment pour Mars, mais il est valable aussi pour Saturne et Jupiter. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Si vous arrivez à repérer Saturne et Jupiter, alors c'est super simple, le soir quand le soleil se couche, Jupiter c'est quasiment le point le plus brillant. Alors il y a quelques semaines c'était Mars qui était plus brillante que Jupiter, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais Jupiter est vraiment très très brillante aussi, c'est un énorme point lumineux comme ça, très blanc. Une petite chose qui est importante, c'est que vous pouvez observer Mars et Jupiter, Saturne et Jupiter, et Mars d'ailleurs, avec à l'œil nu. Pas besoin d'avoir un télescope, vous pouvez aussi l'observer aux jumelles. Si vous avez une petite paire de jumelles que vous utilisez en allant balader à la montagne pour regarder les chamois et les bouquetins, prenez cette paire de jumelles, et le soir, quand vous avez repéré Jupiter dans le ciel, je parle surtout de Jupiter parce que c'est là où c'est vraiment rigolo à voir, pointez une simple paire de jumelles sur Jupiter. Qu'est-ce que vous allez voir? Hop. Alors là, je vais revenir sur une autre... hop, on était là. Je vais vous montrer quelque chose que vous pouvez voir quand vous regardez Jupiter aux jumelles. Ça donne quelque chose comme ça. Alors ça, c'est vachement sympa.
Si vous regardez Jupiter aux jumelles, alors évidemment vous ne verrez pas Jupiter comme le télescope spatial Hubble avec ses bandes de gaz, etc. Non, certainement pas. Mais par contre, ce que vous verrez, c'est que juste à côté de Jupiter, eh bien vous avez 4 petites étoiles. Là on en voit 3, puis on a une qui est juste collée à Jupiter. Ces 4 toutes petites étoiles, eh ben, elles sont très intéressantes parce que si vous les regardez, donc vous verrez qu'elles sont toutes alignées avec Jupiter. Et si vous les regardez demain, eh bien elles seront toujours là, toujours alignées avec Jupiter, mais pas au même endroit, pas à la même place. Et si vous regardez ça demain, après-demain et le jour suivant, eh bien vous allez vous apercevoir que ces 4 petits points lumineux sont toujours là, mais se déplacent en permanence d'un jour à l'autre. Et ce que vous êtes en train de regarder, exactement, Noatak, c'est pas des étoiles, ce sont les 4 principales lunes de Jupiter, qui sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Ces 4 lunes, elles ont été pour la première fois observées par Galilée lorsqu'il a pointé un tout nouvel instrument à l'époque, au XVIIe siècle, qui était la lunette astronomique. Et lui a osé faire quelque chose qui n'était pas du tout bien vu à l'époque, c'est pointer sa lunette dans les cieux et aller voir ce qui se passait dans le monde du divin, dans le monde du parfait qui se trouvait au-dessus de nous. Et en regardant Jupiter, eh bien c'est le premier à avoir observé ces petits points et avoir reporté sur ses livres de manip, sur ses livres d'observation, le fait que ces petits points se déplaçaient tout doucement. Et petit à petit, on a très vite compris qu'il s'agissait d'une sorte de système solaire miniature, avec Jupiter au centre, et puis des petites lunes qui lui tournaient autour. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont toujours alignées ? Eh bien tout simplement parce que on les regarde dans le plan de leur rotation autour de Jupiter. C'est-à-dire qu'elles s'éloignent et elles se rapprochent comme ça, mais nous, depuis chez nous, eh bien, on ne voit pas qu'elles s'éloignent, qu'elles se rapprochent, donc nous, tout ce qu'on voit, eh bien, c'est un mouvement comme ça, qui se passe régulièrement, qui se passe de gauche à droite, et ça, eh bien, il suffit d'une paire de jumelles pour pouvoir l'observer. Donc faites-vous plaisir. Ce soir, regardez la Lune. Ce soir, regardez Jupiter qui est juste à côté de la Lune. Regardez Mars. Bon, bah Mars, ça restera un petit point lumineux, mais c'est quand même fascinant. Enfin, le sentiment de se dire, je suis en train de regarder un autre monde là actuellement. Enfin, c'est fou quoi. On peut faire ça avec les enfants. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de danger puisqu'on ne regarde pas le Soleil. Et le seul astre qui est dangereux à regarder, c'est le Soleil. Donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir quoi, tout simplement. Oui, les étoiles de Médicis, Galilée les appelait comme ça, en l'honneur de ces mécènes. Voilà, alors justement, le fait que le plan de rotation soit aligné, c'est juste un coup de bol où les probabilités pour que ça soit le cas sont dans ce sens. Alors, c'est pas un coup de bol, parce que globalement, alors on aura peut-être le temps d'en parler une autre fois, mais globalement, tous les corps tournent à peu près dans le même sens dans le système solaire. Et ça vient de la manière dont le système solaire a été créé, à partir d'un grand nuage de gaz et de poussière qui a commencé à tourner sur lui-même, et sa rotation l'a aplati, comme une pâte à crêpes, vous savez, sur les pizzerias qui font tourner les pâtes à crêpes. Et du coup, tous les corps qui se sont formés dans le système solaire se sont formés à peu près dans le même plan, qu'on appelle l'écliptique. C'est pour ça que tout tourne à peu près de la même manière. C'est relativement logique qu'on voit ça comme ça. Ça peut changer aussi en fonction de la position des planètes les unes par rapport aux autres, mais les changements ne sont pas énormes, sauf quand vous allez regarder des trucs un peu extrêmes, comme Pluton par exemple, qui elle tourne complètement sur une orbite qui est complètement penchée par rapport au plan du système solaire, mais les planètes normales, les planètes principales, elles tournent toutes à peu près de la même manière. Avec du 10-40, c'est possible de voir ce niveau de détail. Alors oui, tu les verras. Alors là, j'ai zoomé un petit peu. C'est-à-dire que si tu regardes avec des 10-40, tu verras les lunes galiléennes, tu les verras un peu plus resserrées que ce que là je te montre sur la photo. J'ai zoomé un petit peu. Mais si tu sais qu'elles sont là, et si tu regardes attentivement, alors la difficulté avec des 10-40 ou avec n'importe quoi d'ailleurs, c'est toujours que quand tu regardes le ciel, ça tremble. Parce qu'on a des mouvements involontaires de nos muscles qui font que tout ça est amplifié
par le zoom de ton instrument, et c'est horrible à regarder. Donc si tu regardes des planètes aux jumelles, pense bien à te mettre sur le balcon, à poser ton coude sur le bord du balcon ou sur le coin d'une table, histoire de vraiment stabiliser tes bras, et là tu regardes Jupiter, et je te promets que tu pourras les voir. Ça ne pose aucun souci. D'ailleurs, on en reparlera certainement, parce que dans les semaines qui viennent, on se retrouvera pour un Médiateur at Home avec Stellarium, et vous me direz si d'ici là vous avez réussi à le voir. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, il faut bien se stabiliser, hein, ça c'est important. Un balai retourné fait très bien l'affaire avec les coudes sur les poils. Tout à fait. On sent Adrien, que tu parles d'expérience, mais c'est exactement ça. Alors, tiens, je vais revenir sur Stellarium, parce que j'ai une autre chose aussi à vous dire. Il va falloir faire attention à quelque chose. C'est moi d'ailleurs qui dois faire attention quand je vous en parle. Tout à l'heure, je vous ai dit, ce soir vous pourrez retrouver Jupiter à côté de la Lune. Attention, quand on regarde le ciel, on ne repère jamais les astres par rapport à la Lune. Jamais. Pourquoi ? Parce que la Lune, on a commencé à le voir tout à l'heure, n'est jamais au même endroit dans le ciel. Alors, tenez, comment est-ce qu'on fait pour repérer la position des astres dans le ciel ? Pour ça, c'est facile, c'est une technique qu'on utilise depuis des milliers d'années avant Jésus-Christ. On fait fonctionner son imagination, hein, c'est de la poésie. On va imaginer qu'on relie dans le ciel les étoiles avec des traits, un peu, vous savez, comme les jeux qu'on fait dans les cahiers de vacances pour les enfants avec des petits points numérotés, hop, on les relie, ça fait des dessins. Donc là, on va imaginer qu'on fait des dessins dans les étoiles, et on va essayer de reconnaître des formes. Alors c'est souvent très très spéculatif, hein, il faut vraiment avoir de l'imagination pour ça, mais depuis les Grecs, nous on a adopté les constellations, puisque c'est de ça qu'on parle, les constellations que les Grecs utilisaient il y a plus de 2000 ans dans le ciel, et ces constellations, eh bien, à l'époque, elles représentaient surtout des héros, des contes, des légendes et des histoires qui se racontaient le soir au coin du feu, c'est-à-dire la mythologie grecque. Tous les grands héros de la mythologie grecque se trouvent dans le ciel. Donc on a Hercule, on a Persée qui a battu la Méduse, on a le cheval et les Pégases, on a tout ce qu'on se racontait à l'époque se trouve dans le ciel. Alors pour faire ça, on va demander à Stellarium de nous montrer justement ces constellations. Hop, donc là on dessine les traits dont on va se servir pour relier les étoiles. Donc vous voyez que ces traits font pas forcément des dessins super reconnaissables. Hein, c'est pas toujours facile. Tiens, par exemple, la planète Mars. La planète Mars, actuellement, elle est à l'intérieur de cette espèce de gigantesque V qu'on voit ici. Et ce gigantesque V, eh bien, c'est la constellation des poissons. Vous voyez, on a un poisson sur la gauche et un poisson sur la droite. C'est pas forcément évident, hein. On a des constellations très faciles, la constellation du triangle, bon, c'est un triangle, d'accord. Il y en a d'autres. Vous voyez, je défie quiconque là au milieu de reconnaître la constellation du Berger à partir de 4 étoiles vaguement alignées. C'est quand même pas forcément évident. Certaines constellations sont plus faciles, d'autres le sont moins. Pareil, hein, quand on apprend avec les enfants, on choisit celles qui sont au départ un petit peu plus simples. Et puis, donc c'est comme ça qu'on va repérer le ciel. On a la Grande Ourse, on va y revenir tout à l'heure. Et puis on revient maintenant sur Jupiter, Saturne et la Lune qui sont là. Voilà. Donc la Lune, en ce moment, elle est dans le Sagittaire. Elle est dans le bras du Sagittaire, hein, vous le voyez ici en bas. Là encore, on va faire tourner la Terre une fois sur elle-même, donc on va attendre 24 heures. Et vous allez voir que quand on regarde la Lune, de soir en soir, le changement est assez sidérant. Donc je vais lancer la rotation de la Terre. Hop, on va se dépêcher. Voilà, 2, 3, 6 heures du matin, midi, 20h, hop, on revient ici. Je vais aller un peu vite. Bon, à peine. Tac, voilà. Et vous voyez que tout à l'heure, la Lune était dans le bras, dans le coude du Sagittaire. Ça, c'est ce soir. Demain soir, eh ben, la Lune, elle s'est carrément déplacée. Elle se trouve juste en dessous de Saturne. D'ailleurs, demain soir, pour ceux qui font de l'astrophotographie, ceux qui font de la photographie du ciel, ce sera un super bon moment, parce que demain soir, eh bien, on a ce qu'on appelle une conjonction. Une conjonction, c'est quand plusieurs astres
sont au même endroit dans le ciel. Ça ne veut pas dire qu'ils sont l'un sur l'autre, hein. Il y a l'effet de profondeur, la Lune est beaucoup plus près que Jupiter, qui est plus près que Saturne, mais elles sont toutes visibles au même endroit dans le ciel. Et donc si vous voulez faire un petit peu d'astrophoto, un truc très sympa à faire, c'est demain soir, regardez la Lune, Jupiter et Saturne, qui seront toutes les trois donc au même endroit dans le ciel. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Eh bien, tout ça pour dire que la Lune était ici ce soir, demain soir, elle sera là. Le soir suivant, ici. Le soir d'après, là. Et il suffit d'attendre une petite semaine, je vais mettre Jupiter et Saturne comme ça, une petite semaine, hop, et non seulement vous voyez que la Lune n'est plus au même endroit dans le ciel, mais en plus, on voit que la Lune n'est plus du tout dans le croissant que l'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que sa phase va changer, mais sa position dans le ciel change, et elle change énormément. C'est quelque chose comme 10 degrés chaque soir. Et donc voilà pourquoi on se repère pas par rapport à la Lune quand on veut repérer un phénomène dans le ciel, parce que la Lune n'est jamais au même endroit. Et si je vous dis ce soir, Jupiter sera juste au-dessus de la Lune, genre vous regardez cette vidéo dans 3 mois, pas du tout au même moment, et ben vous regardez la Lune, il n'y a plus Jupiter, vous dites qu'est-ce qui s'est passé. Donc la Lune, elle bouge, on repère la Lune par rapport aux étoiles, mais pas les étoiles par rapport à la Lune, ça c'est sûr. Demain soir, conjonction Lune-Saturne, c'est ça, effectivement. Comment ça marche l'astrophoto? Il faut un adaptateur de l'appareil vers le télescope. Alors, pas forcément, Zygomatix. Pas forcément. Pour faire de l'astrophoto, tu as juste besoin d'avoir un trépied et un appareil photo. Franchement, l'astrophoto, alors après ça dépend, si tu veux photographier la petite galaxie du fin fond de l'univers que Hubble a observé avant-hier, ouais, il va falloir du matos. Mais si tu veux faire des photos simplement du ciel, un trépied et ton appareil photo, ça suffit. Alors évidemment, ton appareil photo, tu vas changer ton objectif, donc tu peux avoir un objectif qui zoome un petit peu plus sur le ciel, ou en avoir un qui a un champ un petit peu plus large, ça c'est à toi de choisir. Mais les premières photos du ciel, il faut juste avoir un appareil photo sur lequel tu puisses régler ton temps de pause. Et le temps de pause, ça c'est super important parce que évidemment, comme on est la nuit, il y a très peu de lumière, et donc les temps de pause classiques qu'on utilise le jour, genre 1 millième de seconde, 1 500e de seconde, etc., sont des temps de pause qui sont beaucoup trop courts. Il n'y a pas assez de lumière qui rentre dans ton appareil pour pouvoir voir ça. Donc si tu as un appareil sur lequel tu peux régler ton temps de pause et avoir des temps de pause de l'ordre de la seconde, de la dizaine de secondes, voire sur certains, il y a des temps de pause qui sont infinis, c'est-à-dire que c'est toi qui règles quand tu commences et c'est toi qui réappuies quand tu finis. Juste avec ça, et ben là tu peux commencer à faire tes petits réglages et commencer à photographier le ciel, photographier la Lune, photographier Jupiter et Saturne, trouver la Grande Ourse et photographier la constellation de la Grande Ourse. Il n'y a aucun problème. Après, si tu veux faire des photos vraiment de Jupiter zoomé ou de nébuleuses ou de choses comme ça, bah, effectivement là il faudra que tu enlèves ton objectif et qu'à la place de l'objectif, tu mettes ton télescope. Et donc là pour joindre le télescope au boîtier de l'appareil photo, eh bien, il faut en général effectivement des pièces qui vont permettre de lier l'appareil photo au télescope. Mais ça, c'est déjà quelque chose qui est beaucoup plus technique. C'est quelque chose qu'on peut apprendre dans un club astro, hein. Souvent il y a plein d'astro-amateurs qui font ça. Mais si tu commences dans l'astrophoto, pose ton appareil photo sur un trépied, déclenche avec différents temps de pause, et là déjà tout de suite c'est satisfaisant, parce que tout de suite tu commences à voir des choses. Et tu vas même pouvoir expérimenter des trucs qui sont très sympas. Moi, quelque chose que j'adore faire, c'est pas forcément très technique à faire au début, mais pour que la photo soit jolie, tu peux passer du temps là-dessus. Ce que j'aime beaucoup, ce que j'aime énormément, c'est les filets d'étoiles. C'est quoi les filets d'étoiles? Eh ben, c'est le fait que si tu places ton appareil sur ton trépied et que tu ouvres ton appareil photo sur un temps de pause de l'ordre de 2-3 minutes, donc tu laisses ouvert 2-3 minutes. Alors évidemment, là, il y a plein de lumière qui rentre, donc ça imprime bien ton capteur, il n'y a pas de souci. Sauf que pendant ces 2 à 3 minutes, le ciel bouge, puisque la Terre tourne. Ce qui fait que sur ta photo, au lieu d'avoir un point pour chaque étoile, tu vas avoir un petit trait lumineux.
Et donc c'est très joli de faire ce genre de filet d'étoiles, c'est-à-dire que tu laisses ton appareil photo ouvert pendant un certain temps, et en fait le ciel se transforme en une jolie mosaïque de traits où toutes les étoiles semblent tourner dans le même sens, ça fait des jolis traits comme ça, et c'est super beau à voir. Ça, pour de l'initiation à l'astrophoto, c'est facile, il n'y a aucun problème à faire ça, et tu peux t'amuser tout seul pendant des plombes entières. Voilà. Un boîtier avec une pose bulbe, oui c'est ça, la pose bulbe, si vous avez l'option bulbe sur votre appareil photo, c'est l'option qui permet d'avoir un temps de pose de la longueur que vous voulez. Après on peut rajouter un déclencheur souple pour au lieu d'appuyer, en fait si vous appuyez sur l'appareil photo, bah, évidemment l'appui va faire bouger l'appareil, donc il vaut mieux avoir un petit déclencheur que vous appuyez hop, légèrement, c'est des petits ajustements. Mais franchement, Minus a raison, un appareil photo, un trépied, et hop, c'est parti, quoi. Vous pouvez tenter ça dès ce soir. Si tu n'as pas de déclencheur souple, tu peux utiliser le retardateur. Oui, mais ça change rien au fait que si ton retardateur est sur ton boîtier, au moment où tu appuies, ça bouge un peu l'appareil, donc il peut vibrer un peu. Enfin bon, c'est du détail, c'est vraiment du détail, et on n'a pas besoin de faire ça pour l'instant. J'ai trop envie d'essayer ce soir. Bah, j'espère bien, puis que tu nous montreras un peu ce que... Si vous avez des résultats, hein, si vous faites des expériences, etc., et que vous avez des trucs chouettes, n'hésitez pas à poster ça sur le compte Twitter du Planétarium, ou la page Facebook de Planétarium, si vous suivez la page Facebook, parce que nous, on est derrière, ou quand on n'est pas derrière, c'est les collègues qui nous renvoient ça, et du coup, ça nous permet de voir un peu ce que vous faiait, donc c'est toujours très très chouette. Envoyez-nous vos résultats quand vous tentez des choses, n'hésitez pas. Qu'est-ce que... Ah oui, oh la vache, je parle beaucoup trop, je vais jamais arriver à faire tout ce que j'avais prévu de faire, mais c'est pas grave, quelle heure est-ce qu'il est? D'accord, 5h moins 10. On avait bien dit qu'on n'était pas obligé de respecter une heure. Ça vous dérange si je dépasse un peu ou pas? Dites-moi. On continue? Non, pas de souci. Bon, d'accord, ça marche. Je vais continuer un peu. J'avais prévu de vous raconter tellement de trucs, puis je m'aperçois que j'y arriverai jamais. Mais de toute façon, on se retrouvera, donc c'est pas grave. Alors, un truc super à regarder avec Jupiter et Saturne. Alors, ça vraiment, ça va être très très chouette. Il se trouve que donc chaque soir, Jupiter et Saturne aussi se déplacent tout doucement dans le ciel. Donc là, je suis repassé sur Stellarium, je vois plus vos commentaires. Je vais vous montrer justement ce qui se passe. Regardez bien. Donc là, je zoome un petit peu sur Jupiter et Saturne. On va laisser tomber la Lune. Voilà. Allez, on y va. Je vais maintenant vous montrer la position de Jupiter et Saturne dans le ciel. Donc elles sont dans la constellation du Sagittaire en ce moment. Hop, et regardez ce qui se passe chaque soir. On y va. On s'aperçoit que chaque soir, quand les étoiles sont au même endroit, eh bien Jupiter et Saturne sont de plus en plus proches l'une de l'autre. Alors là, on est quand là? On est déjà passé en décembre, on est le 6 décembre. Donc évidemment, si vous voulez voir Jupiter et Saturne le 6 décembre, eh bien, il faut attendre un petit peu plus que 17h30. Donc là, je suis toujours le 6 décembre, mais je laisse passer un petit peu le temps. Donc évidemment, hein, avec le temps qui va passer, là, Saturne et Jupiter vont être de plus en plus basses sur l'horizon chaque soir. Donc ça va être de plus en plus difficile de les observer. Là, on voit des petits satellites qui passent dans le ciel. Mais c'est pas grave, parce que si vous avez un horizon sud-ouest dégagé, eh bien comme vous le voyez, Jupiter et Saturne sont chaque soir de plus en plus proches l'une de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je continue jusqu'au 21 décembre, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, et que j'accélère le temps. Alors là, le 21, c'est vraiment juste au-dessus de l'horizon. Mais regardez-moi ça. Alors ça, c'est un phénomène qui est relativement rare. C'est une conjonction quasiment parfaite de Jupiter et Saturne. J'ai pas vu de photos avec Jupiter et Saturne aussi proches dans les copains astrophotographes que je connais. C'est quelque chose qui n'arrive pas tous les 4 matins. Le 21 décembre au soir, Jupiter et Saturne seront toutes les deux à moins de 1 degré l'une de l'autre
Ça, c'est quelque chose qui est très très rare parce que justement, vous pourriez me dire, bah oui, mais ça arrive à chaque révolution de Jupiter autour de Saturne. Ben non, parce que leur orbite, comme elle n'est pas parfaitement parallèle, et ben, en fonction de là où vous êtes, Jupiter et Saturne peuvent passer à côté l'une de l'autre, mais sur des distances beaucoup plus grandes dans le ciel. Là, qu'elles soient aussi proches, alors j'ai plein de collègues astrophotographes qui se préparent évidemment à cette super soirée, parce que là, on pourra avoir en une seule photographie à la fois Jupiter et Saturne sur la même photo. Et ça, c'est complètement fou. Par contre, ça va représenter une difficulté substantielle pour plein de raisons. La raison principale, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce phénomène, en tout cas vu depuis la France métropolitaine, à d'autres endroits dans le monde, ça sera un peu différent. Pour ceux qui habitent dans le nord, comme INS en Norvège, fatalement, ça sera beaucoup plus simple pour toi parce qu'elles sont beaucoup plus hautes dans le ciel. Mais pour nous, en France, ça arrive juste au-dessus de l'horizon, donc il faut, que votre horizon soit dégagé, 2, que la météo soit bonne, et 3, il faut aussi qu'il n'y ait pas trop de turbulences atmosphériques, parce que plus les astres sont proches de l'horizon, plus la lumière traverse l'atmosphère, et plus les mouvements de l'atmosphère troublent la vision de ces planètes, et ça devient rapidement très très moche. Donc ça va vraiment être un véritable défi, ce 21 décembre, de pouvoir observer cette magnifique conjonction quasiment parfaite de Jupiter et de Saturne. Voilà. Vous le savez, si vous regardez un peu le ciel, mettez ça dans vos agendas parce que ce sera très chouette. Il y a d'autres choses à rajouter dans l'agenda de décembre, mais que j'aurai pas le temps de vous montrer aujourd'hui. Je vous montrerai ça une autre fois. Je reviendrai, je crois, dans 3 semaines. Et je vous parlerai, on va se préparer à observer d'autres choses dans le ciel, à l'œil nu aussi, et au télescope. Une dernière petite chose, je voulais quand même vous parler un peu de l'actualité. Je vais revenir juste sur Mars, et puis on aura fini. Hop, je repars sur Stellarium. 21 décembre, oui. Pourquoi j'ai pas dit 21 décembre? J'ai dit autre chose? Non, 21 décembre. 21 décembre, je répète, 21 décembre. Hop, je reviens sur Stellarium, et je vais repartir sur Mars, qui se trouve ici. Alors on va revenir à aujourd'hui, je vais changer la date, alors on peut changer hop ici la date et l'heure. Bon, on va faire un petit raccourci comme ça, tac, voilà, 11. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec la planète Mars? Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques semaines, Mars était plus brillante dans le ciel que Jupiter. Or, si Mars est plus près de la Terre, elle est aussi beaucoup plus petite que Jupiter. Donc c'est pas du tout évident que Mars soit plus lumineuse. Pourquoi est-ce que à ce moment-là précis, cet été par exemple, là en septembre, pourquoi est-ce qu'elle était extrêmement lumineuse? Eh bien, la raison de sa grande luminosité va nous expliquer aussi une autre chose. C'est pourquoi, je ne sais pas si vous en rappelez, mais cet été, en juillet, il y a eu tout un paquet de robots qu'on a balancés en même temps en direction de la planète Mars. Et bien tout ça, c'est exactement la même chose. Alors je reviens ici, on va revenir sur mes images qui étaient là, voilà. Tout simplement parce que comme la Terre et Mars tournent toutes les deux dans le système solaire, eh bien Mars n'est pas toujours à la même distance de la Terre. Et si Mars n'est pas toujours à la même distance de la Terre, eh bien ça veut dire que vu de la Terre, Mars n'a pas toujours la même taille. Lorsque la Terre est loin de Mars, eh bien Mars nous paraît plus petite. Lorsque la Terre est plus proche de Mars, eh bien Mars paraît plus grosse et aussi plus lumineuse, et donc elle est plus facile à voir. Donc lorsqu'elle est plus lumineuse dans le ciel, ça veut aussi dire qu'elle est plus proche de la Terre. Et si elle est plus proche de la Terre, évidemment c'est le bon moment pour envoyer des robots qui vont voyager pendant quelques mois et aller sur Mars. On ne peut pas envoyer des robots à n'importe quel moment entre les planètes. Il y a ce qu'on appelle des fenêtres de tir, des fenêtres de lancement. En ce qui concerne la planète Mars, il est judicieux d'envoyer des sondes sur Mars que tous les 2 ans. C'est-à-dire que si vous loupez votre fenêtre, vous devez attendre 2 années terrestres avant de pouvoir avoir l'opportunité de le refaire. Et ça, justement, ça nous a joué des tours
cet été, puisque donc c'est cet été qu'on était au plus proche de Mars. On était à seulement 65 millions de kilomètres. Alors regardez ce que ça donne quelque chose comme ça. Voilà. La Terre tourne autour du Soleil en un an. On va, en gros, hein, on n'est pas une vache près. La Terre tourne autour du Soleil en un an et Mars tourne autour du Soleil en 2 ans. Ça veut dire que lorsque la Terre passe près de Mars, regardez, hop, là elle passe près de Mars, l'année suivante elle est très loin de Mars, et l'année d'après elle revient près de Mars. Il faut 2 années terrestres pour que la Terre et Mars soient l'une à côté de l'autre. Et donc ces périodes-là sont très importantes, donc c'était en juillet dernier, et c'est pour ça qu'en juillet dernier, eh bien, on a envoyé dans l'espace 3 sondes. On a envoyé... alors attendez, je vous les avais préparées. Mars et sonde, c'est celle-là. Voilà. On a envoyé une sonde de l'Agence spatiale des Émirats Arabes Unis, qui est une toute jeune agence spatiale, qui a lancé son premier satellite martien. C'est la sonde Hope, qui est partie le 20 juillet. On a juste après la Chine qui a envoyé sa propre sonde le 23 juillet. Donc Hope, la sonde des Émirats Arabes Unis, elle est en haut à droite. En haut à gauche, on a la sonde chinoise. Donc on a le petit drapeau chinois d'ailleurs qui est en bas. Et puis en dessous, ça c'est le rover martien Persévérance qui est parti le 30 juillet. Donc 20 juillet, 23 juillet, 30 juillet. Vous voyez qu'on est tous partis au même moment à cause de cette conjonction favorable qui ne revient que tous les 2 ans. Voilà. Avec des. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce que si on maintient ce genre de rendez-vous jusqu'au début de l'année prochaine, toutes ces sondes sont parties en juillet et elles vont arriver aux alentours de février sur Mars. Donc vous allez de nouveau entendre beaucoup parler de ces voyages. C'est un voyage qui est assez long. Il faut 7-8 mois pour parcourir un chemin qui avoisine au total 400 millions de kilomètres environ. Ça ne veut pas dire que Mars est à une distance de 400 millions de kilomètres, mais ça veut dire que, regardez si je vous remets l'image qu'on avait tout à l'heure, qui était là, vous voyez que quand on envoie nos robots, on les envoie un petit peu avant d'être proche de Mars, ce qui fait que le chemin total du robot est beaucoup plus loin, beaucoup plus grand que la simple distance qui sépare la Terre de Mars. Donc on est à plusieurs centaines de millions de kilomètres de chemin à parcourir, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Et donc en février, on en reparlera beaucoup de ça. Une dernière petite chose. Attendez, je reviens vers vous. Le 21 décembre, en début de nuit, Saturne et Jupiter se frôlent à 0 degré. Oui, tout à fait. La météo prévoit complètement boucher le 21. Le 21 décembre, t'es sûr que tu connais déjà la météo en Norvège? Je suis pas sûr. Hein. J'espère qu'il fera beau chez toi. Quel pays a envoyé le rover Persévérance? Ça, c'est les États-Unis, c'est la NASA. Donc là, on a en haut à droite l'Agence spatiale des Émirats Arabes Unis, en haut à gauche l'Agence spatiale chinoise et en bas l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale américaine. Et là, du coup, j'ai foiré mon effet puisque je voulais vous demander si effectivement il ne manquait pas pour vous une dernière agence spatiale. Vous avez tous gagné, c'est l'Agence spatiale européenne qui, elle, avait aussi prévu d'envoyer son petit robot. Je vais vous le montrer. Alors attendez, je vais quand même vous les montrer pour de vrai, ces 3 sondes. Donc ça, c'est la sonde Hope. Donc c'est assez marrant, hein, quand on regarde sur des infographies les robots ou les sondes, souvent on dit « Ah, le petit robot est parti sur Mars ». Les robots sont pas petits. Les robots sont gigantesques, ils ont la taille d'une voiture, voire d'un camion. Ils sont énormes ces robots, donc il faut arrêter de dire que c'est petit. Hope, donc elle est ici. On a ensuite Tianwen 1. Alors la sonde des Émirats Arabes Unis tournera autour de la planète Mars et fera des mesures depuis l'espace qu'on appelle un orbiteur. Pour la partie chinoise, on aura un orbiteur plus un atterrisseur plus un robot roulant qui va sortir de l'atterrisseur. Et pour la partie américaine, on a uniquement le robot roulant, donc le rover, qui n'est pas du tout petit, qui s'appelle Persévérance, qui était là dans une salle blanche en train de se faire régler avant d'être mis dans sa coque et puis ensuite d'être posé dans son lanceur. Donc voilà, tout ça est actuellement en route vers Mars. Je vais juste terminer avec le robot européen qui s'appelle Persévérance,
je vais y arriver, qui s'appelle ExoMars. Le rover s'appelle Rosalind Franklin. La mission ExoMars, alors c'est une mission qui est très très complexe et qui ne comporte pas uniquement que ce rover. Alors je vous le dis tout de suite, ce rover est pas parti. Pourquoi Pour plein de problèmes techniques. Alors ce rover-là, il n'est pas uniquement de l'Agence spatiale européenne, c'est une mission conjointe de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale russe. Et les Européens et les Russes ont construit ensemble cette sonde, donc les Russes construisent une partie, les Européens une autre, ils devaient mettre tout ensemble. Et alors il y a eu apparemment pas mal de problèmes de communication entre les deux agences. Apparemment les processus n'étaient pas les mêmes, ce qui a compliqué un petit peu le travail. Il y a eu des soucis aussi au niveau des parachutes, puisque les parachutes n'étaient pas prêts au bon moment, ils se sont déchirés, etc. Il y a eu des soucis aussi au niveau de l'électronique, au niveau du programme interne de l'atterrisseur. Donc pas mal de soucis qui ont fait qu'au dernier moment, eh bien, cette mission a été reportée. Et donc du coup reportée à 2022, lorsque la nouvelle fenêtre permettra à ce robot, Rosalind Franklin, d'y aller. Celui-ci est très intéressant aussi, ils sont tous intéressants. L'intérêt vraiment particulier de celui-ci, c'est que, vous le voyez, la grosse partie noire et verticale, eh bien, c'est un forêt, avec, d'ailleurs on voit le forêt en bas qui perce la Terre. C'est la première fois qu'un rover aura la capacité de creuser et de prendre des échantillons du sous-sol martien et de les analyser, donc de pouvoir aller voir à 30 cm, à 1 mètre, à 2 mètres sous le sol de Mars ce qui se passe. Pour l'instant, on n'a jamais observé que sa surface, et c'est pour ça qu'on était très impatients qu'ils partent, parce que là, on a enfin moyen d'aller voir s'il n'y aurait pas un petit peu de glace en dessous, s'il n'y aurait pas d'autres éléments, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà. Cette mission européenne, je vous disais qu'elle était très 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 ambitieuse, parce qu'en fait elle a commencé en 2016. En 2016, on a déjà pré-envoyé sur Mars deux engins. Le premier, c'est TGO, c'est un orbiteur qui analyse l'atmosphère de Mars. Et le deuxième, il s'appelait Schiaparelli, c'était un atterrisseur qui devait tester les techniques d'atterrissage, justement. Et cet atterrisseur, alors il a atterri, mais il a atterri à 300 km/h. Du coup, ce qu'on en a, donc voilà une image du sol de Mars qui a été prise par les différents orbiteurs américains qui tournent autour et qui ont cherché. En fait, cet atterrisseur qui s'appelle le Schiaparelli s'est écrasé. Donc là, à gauche, vous avez le site du crash. Voilà, et en haut à droite de l'image, vous avez le bouclier thermique qui a été relâché un peu plus haut et qui lui est allé s'écraser comme prévu, puisque le bouclier thermique il s'écrase un peu plus loin, c'est pas grave. Donc le bouclier thermique s'est écrasé, par contre l'atterrisseur s'est aussi écrasé. Ça c'était en 2016. Du coup on s'est dit, on va peut-être essayer de revoir un certain nombre de choses, il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Une dernière petite chose, et puis j'aurai terminé pour aujourd'hui, lorsque l'on enverra en 2022 notre petit robot de la mission ExoMars, notre petit robot Rosalind Franklin, eh bien ce robot communiquera avec la Terre grâce justement à l'orbiteur européen TGO qu'on a envoyé en 2016, qui à la fois sert à étudier Mars, mais qui servira aussi de relais pour pouvoir envoyer toutes les informations sur Terre. Donc pas mal de choses aussi qui vont arriver. En février, on va voir l'arrivée de toutes les sondes qui sont parties en juillet. Donc on verra déjà si elles arrivent saines et sauves. C'est loin d'être gagné, c'est toujours très compliqué avec Mars. Et puis en 2022, on aura cette aventure européenne qui se poursuivra. Voilà. Bonjour Binaris. Merci, ça fait plaisir aussi de parler un petit peu de science sur Twitch. J'ai carrément dépassé mon horaire, mais c'est pas grave. Merci de nous suivre, Binaris. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais encore plein de trucs à vous dire sur les constellations, sur le zodiaque, sur les mouvements des planètes. C'est pas grave.
C'est pas grave, juste pour continuer, là, en repartant, si vous voulez continuer à regarder un petit peu l'aventure spatiale, elle se poursuit en ce moment. Je vais vous mettre sur ma page web qui est ici. Voilà, on était allé chercher Stellarium tout à l'heure. Juste sur l'onglet d'à côté. Voilà, hop, ici. En ce moment, là, actuellement, en live, en direct, tout de suite, on a 2 astronautes russes, alors qui s'appellent tous les 2 Sergueï. On a Sergueï Rizikov et Sergueï Koudsverchov, qui sont en train de faire une sortie extravéhiculaire, donc de la station spatiale internationale. Ils sont en train de travailler, donc il y a plein de caméras sur la station spatiale. On est en train de les voir. C'est absolument fascinant à voir. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Justement, Sergueï Rizikov, hier, il a déjà fait un truc super, c'est qu'il a mis une rustine sur une petite fissure dans un des modules russes, qui a priori faisait fuiter un peu d'air de la station. Donc on l'a cherché pendant des mois, on l'a trouvé. Donc hier, il faisait le plombier et il mettait des rustines sur la fuite d'air. Aujourd'hui, il est en sortie extravéhiculaire avec son collègue, donc une sortie entièrement russe aujourd'hui. Et ils sont en train de préparer l'ajout d'un nouveau module à la station spatiale. Le module s'appelle Noka, qui sera ajouté au segment russe de la station spatiale, et pour ça il faut préparer tout ça. Donc justement, ils sont en train de préparer cette installation. Ce module russe sera envoyé l'année prochaine. Donc ça va continuer encore. La sortie extravéhiculaire dure 5 ou 6 heures. Si vous voulez la trouver sur le net, eh bien vous tapez NASA Live sur YouTube et vous trouverez le live de la NASA qui est en train de le faire. Voilà. Salut Mathilde. Ah bah oui, obligé de revenir mercredi prochain. Oui, les astronautes c'est des plombiers, les astronautes c'est des ingénieurs, les astronautes c'est des chercheurs, les astronautes c'est des astronomes, ce sont des sportifs, ce sont des médecins. Ils sont absolument extraordinaires. C'est vraiment des personnes, pour lesquelles j'ai le plus grand respect. Juste avant de terminer, je vais vous donner les rendez-vous qui nous attendent pour les prochaines fois. Donc vendredi, ce sera la première de YouTuber at Home. Donc c'est Camille, ce sera plus moi, qui sera là avec vous. Camille, ce vendredi, ah oui, elle recevra Marie de la boîte à curiosité, que vous retrouvez sur Twitter et sur YouTube. Et ensemble, eh bien, elles parleront toutes les deux de la vie, des animaux et de l'espace. Voilà. Quant à moi, je vous retrouverai la semaine prochaine, lundi à 18h pour Astronomer at Home. Cette fois-ci, je recevrai Narei Lorenzo Martinez, qui est une physicienne des particules. Et avec elle, on verra comment est-ce que plonger dans l'infiniment petit nous permet d'avoir des réponses sur l'infiniment grand. Et puis mercredi de la semaine prochaine, je vous retrouverai comme aujourd'hui pour un médiateur at home, mais cette fois-ci, on n'utilisera pas Stellarium, mais on jouera un petit peu avec un jeu qui nous permettra de construire des fusées et de faire exploser tout ça. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je vous remercie beaucoup à tous d'avoir été là. C'était un vrai plaisir de discuter encore avec vous aujourd'hui. J'espère que ça se poursuivra. Merci au Planétarium de Vaux-en-Velin d'organiser tout ça. Merci à la ville de Vaux-en-Velin. Merci à tous nos partenaires, évidemment, l'ESA, le CNES, qui nous supportent dans cette action, dans ces actions de communication avec vous. C'était un vrai plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une bonne continuation et restez curieux.